Aujourd'hui, je souhaitais m'attaquer à un sujet particulièrement important. Il s'agit de l'éducation sexuelle des enfants, programme qui va être mis en vigueur à la rentrée 2018 dans les écoles, les collèges et les lycées. La loi contre les violences sexuelles et sexistes dont j'ai déjà parlé dans une vidéo ne comportait pas de dispositions concernant ce programme d'éducation. En réalité, il était déjà codifié par une autre loi datant de 2001 et qui a été remise à jour en 2016. Le 18 juillet, sur RMC, Marlène Schiappa a annoncé l'envoi d'une circulaire à tous les recteurs. Je cite: « À tous les recteurs de France pour qu'ils mettent en œuvre une loi qui existe déjà mais qui n'est pas mise en œuvre, qui demande qu'il y ait 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle faites par an par des associations qui ont des agréments. » La loi à laquelle Marlène Schiappa fait référence est inscrite depuis 2001 dans le Code de l'éducation, article 312-16. Elle a été étoffée par une modification du 15 avril 2016. Elle prévoit, je cite, « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elle contribue à l'apprentissage du respect dû au corps humain. » Plusieurs médias prétendent que les internautes s'alarment sans raison et que ces cours d'éducation sexuelle n'apprendront pas aux enfants comment se masturber ou bien tout simplement ne leur apprendront pas la sexualité à l'école à partir de 4 ans. Pour bien comprendre le problème et savoir où se trouve la vérité, j'ai épluché tout le programme en ligne de ces cours d'éducation sexuelle qui se trouve sur le site de l'Éducation nationale. Et ce que j'ai découvert me semble particulièrement préoccupant. Le site éducation.gouv.fr présente brièvement le programme de ces cours d'éducation sexuelle appliqués dès la rentrée 2018. Il se targue d'avoir pour objectif, notamment, d'apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques. Nous allons voir ce dont il s'agit. Ces cours ne constituent pas une matière à part entière, mais un module dont le contenu serait distillé à travers tous les enseignements, en plus de 3 cours d'éducation sexuelle annuels pour les classes de collège et de lycée. Je cite: « L'éducation à la sexualité ne constitue pas une nouvelle discipline. Elle se développe à travers tous les enseignements, notamment les sciences de la vie et de la terre, l'enseignement moral et civique, l'histoire-géographie, le français et dans le cadre de la vie scolaire. » Mais que se passera-t-il donc à l'école primaire? À l'école primaire, les temps consacrés à l'éducation à la sexualité incombent aux professeurs des écoles. Ces temps doivent être identifiés comme tels dans l'organisation de la classe et être intégrés aux enseignements. Ils sont adaptés aux opportunités fournies par la vie de la classe ou de l'école. Comme vous allez le voir plus loin dans cette vidéo, il n'y a pas de programme défini pour l'école primaire. En revanche, tout est bien ficelé pour les classes de collège et de lycée. Il faut préciser néanmoins que ces modules prévoient des informations utiles sur les violences sexuelles faites aux enfants et aux adolescents, ainsi que des mises en garde sur la pornographie, Internet, le revenge porn, le cyberharcèlement, notion qu'il est devenu nécessaire d'aborder de nos jours. Ce qui nous intéresse est maintenant le programme de ces modules, ou plus justement les fiches pédagogiques dont les enseignants devront s'inspirer pour imaginer des exercices et des cours. Voici l'objectif affiché. L'éducation à la sexualité, qui se situe à l'intersection de 3 champs, biologique, psycho-affectif et social, contribue à la construction de la personne et à l'éducation du citoyen. Composante d'un projet global d'éducation, elle participe à la formation de la personnalité, de l'identité de l'enfant et de l'élève, à son développement et à sa socialisation. Elle vise à l'acquisition de connaissances, au questionnement et à l'élaboration de réponses adaptées à la vie en société. Qu'en est-il plus précisément? Dans les enjeux de l'éducation, nous pouvons notamment lire que l'éducation à la sexualité contribue à la construction de la personne et à l'éducation du citoyen. Nous allons voir pourquoi l'éducation sexuelle contribue, je cite, à la construction de la personne, plus précisément, d'après le gouvernement, à son identité. Ces cours d'éducation sexuelle entendent mêler 3 composantes, biologiques, psycho-affectives et sociales. Toutes ces approches confondent les 3 champs, c'est-à-dire que l'on ne parlera plus désormais uniquement de cours de biologie comme nous en avions reçu à l'occasion de la science et de la vie de la Terre, cette matière qui était enseignée au lycée, où l'on nous expliquait le fonctionnement des organes reproducteurs masculins et féminins, ou éventuellement les cycles menstruels et aussi comment fonctionne la contraception.
Désormais, cet aspect biologique qui était neutre en soi sera enseigné sous une forme idéologique. Il est relu par rapport au dit fonctionnement psycho-affectif et social déterminé par ce programme. On enseignera donc aux enfants, dès le primaire, le collège et le lycée, graduellement, comment fonctionne, comment on s'autodétermine quand on choisit son identité sexuelle, son orientation sexuelle, le genre auquel on veut appartenir, puisqu'il n'existerait donc plus de normes et qu'il faudrait casser les carcans. L'objectif est comme toujours la déconstruction des préjugés et des représentations. On expliquera donc aux enfants que toutes les femmes qui sont biologiquement des femmes ne choisissent pas de s'identifier comme un genre féminin et qu'elles peuvent choisir de s'identifier comme des hommes et que ce libre choix est laissé à leur appréciation en fonction de leurs sentiments, de leur histoire, de leurs expériences, de leurs envies et que ces choix peuvent évoluer et changer au cours d'une vie. On dira donc aux élèves qu'il n'y a plus de normes et qu'il n'y a plus de genre, qu'ils peuvent tout remettre en question et que c'est à eux de choisir librement en fonction des périodes et que cela peut évoluer, le genre auquel ils souhaitent appartenir ou l'orientation sexuelle qu'ils souhaitent avoir. Ce n'est rien d'autre que ce que l'on appelle la théorie du genre ou tout simplement l'idéologie véhiculée par le féminisme. Et on nous dira, le gouvernement nous dit ici, noir sur blanc, que ces théories sont neutres et objectives, parce qu'elles sont vraies tout simplement, parce que c'est le gouvernement, c'est le programme en place, c'est la tendance en place qui sera enseignée aujourd'hui aux enfants en 2018 qui détermine la vérité du moment. Il n'y a plus de vérité puisque tout est en constante évolution et que l'on s'autodétermine en fonction de ses sentiments, en fonction de la mode de la société, en fonction tout simplement des idées, des idéologies qui sont véhiculées et auxquelles les esprits doivent adhérer. On retrouve toujours le même paradigme, à savoir des personnes qui critiquent les normes qui sont soi-disant promues par la société et desquelles nous devons nous affranchir pour nous trouver nous-mêmes et être réellement libres, savoir qui nous sommes et forcément accéder par là à la forme de bonheur, la seule forme de bonheur véritable. Donc la nouveauté à cette rentrée 2018 consiste à inoculer cette idéologie aux enfants désormais de manière officielle avec un programme préétabli à cet effet et à intéresser les jeunes enfants à la sexualité dont on va leur parler dès l'école primaire. Dans le premier thème sur la sexualité humaine, la fiche thématique est assez floue. Par contre, le module, soit les activités proposées aux élèves, intitulé « Les diverses expressions de la sexualité » devient beaucoup plus explicite. Sous prétexte d'exercer l'esprit critique des collégiens et lycéens, on leur propose de réagir à certains a priori ou représentations dans le domaine de la sexualité tels que, je cite, « L'enfant n'a pas de sexualité. Il n'y a pas d'âge pour faire l'amour. Il n'y a pas de couple sans fidélité. » Ces propos ne sont pas seulement inspirés par le rapport du pédophile Kinsey dans les années 50, qui est entièrement faux, ainsi que l'a démontré dans son excellent travail Marian Sigaud, que je vous recommande de consulter, que ce soit ses livres ou ses vidéos sur le sujet, mais aussi par le freudo-marxisme, avec notamment des passages très intéressants que j'ai trouvés dans Introduction à la psychanalyse de Sigmund Freud. Je vais vous lire quelques extraits. Encouragé ainsi à étudier également la vie sexuelle de l'enfant, nous apprenons de plusieurs sources les faits suivants. On commet avant tout une grande erreur en niant la réalité d'une vie sexuelle chez l'enfant et en admettant que la sexualité n'apparaît qu'au moment de la puberté, lorsque les organes génitaux ont atteint leur plein développement. Au contraire, l'enfant a dès le début une vie sexuelle très riche, qui diffère sous plusieurs rapports de la vie sexuelle ultérieure, considérée comme normale. Ce que nous qualifions de pervers dans la vie d'adulte s'écarte de l'état normal par les particularités suivantes. Méconnaissance de barrières spécifiques, de l'abîme qui sépare l'homme de la bête, de la barrière opposée par le sentiment de dégoût, de la barrière formée par l'inceste, l'homosexualité, et enfin le transfert du rôle génital à d'autres organes et parties du corps. Toutes ces barrières, loin d'exister dès le début, sont édifiées peu à peu au cours du développement et de l'éducation progressive de l'humanité. Le petit enfant ne les connaît pas. Il ignore qu'il existe entre l'homme et la bête un abîme infranchissable. La fierté avec laquelle l'homme s'oppose à la bête ne lui vient que plus tard. Il ne manifeste au début aucun dégoût de ce qui est excrémentiel. Ce dégoût ne lui vient que peu à peu, sous l'influence de l'éducation. L'enfant peut donc présenter ce que nous appellerions une perversité polymorphe. Et si toutes ces tendances ne se manifestaient chez lui qu'à l'état de trace, cela tient, d'une part, à leur intensité moindre en comparaison de ce qu'elle est à un âge plus avancé, et d'autre part, à ce que l'éducation supprime avec énergie, au fur et à mesure de leur manifestation, toutes les tendances sexuelles de l'enfant.
D'après le père de la psychanalyse, l'éducation canaliserait donc toutes les pulsions sexuelles qui sont naturellement présentes chez l'enfant, et donc si on suit son cheminement de pensée, on peut même en déduire que cette éducation sexuelle annihilerait chez lui l'homosexualité. Freud serait en quelque sorte le père de la théorie du genre et du progressisme, puisque en considérant que ce qu'il écrit soit vrai, il faudrait donc donner à l'enfant une éducation sexuelle dès le plus jeune âge qui lui apprendrait à se désinhiber de ses pulsions et à les considérer comme bonnes, comme naturelles, comme normales. Là viendrait la possibilité de valider la sexualité enfantine et même de parler de vie sexuelle de l'enfant. La formation psychologique et sociale du citoyen commencerait même par là dans cette optique, à savoir apprendre aux enfants à avoir une vie sexuelle qui ne se limiterait pas au rapport entre une personne de sexe féminin et une personne de sexe masculin, mais une vie sexuelle qui peut s'étendre à des personnes de même sexe, voire à plusieurs personnes, tout simplement. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus d'inhibition. Et le 5e module sur l'identité sexuelle nous confirme cette idée. Le module s'intitule « Identité sexuée, rôles et stéréotypes et orientation sexuelle » au pluriel. On peut y lire ceci. Une réflexion sur ces thématiques permet de souligner auprès des jeunes que les rôles sexuels sont très largement dépendants de la société et qu'ils ne sont pas, entre guillemets, naturels, ce qui ouvre des perspectives de discussion sur le sexisme. Un peu plus loin dans cette identité sexuée, voici ce qui est notamment écrit. Cette identité n'est pas innée. Elle s'élabore pendant les premières années de la vie et peut s'énoncer au moment de l'acquisition du langage. Comprenez donc pourquoi le gouvernement cherche à formater et éduquer entre guillemets les enfants à la sexualité et à la possibilité de l'existence de plusieurs orientations sexuelles ou identités de genre, et ce dès les premières années de leur vie. On leur apprendra que leur sexe biologique ne correspond pas forcément au genre auquel ils peuvent choisir de s'identifier en grandissant à l'adolescence ou tout simplement dans le cours de leur vie, puisque cette identité sexuelle, cette identité de genre, nous dit-on, peut être amenée à évoluer, à changer, etc., à se transformer. Il s'agit du sentiment d'appartenir au sexe masculin ou féminin par l'appropriation des normes de masculinité et de féminité socialement définies. Sa dimension psychologique, l'appropriation subjective en lien avec la représentation et des attentes de l'entourage. Elle dépend de la façon dont l'individu adhère aux normes sociales de féminité et de masculinité. La construction de l'identité est personnelle. Dans certains pays est reconnu un 3e sexe, individu ni homme ni femme, à la fois femme et homme. Par exemple, une loi votée en Allemagne en 2013 permet l'enregistrement sous le sexe indéterminé des enfants intersexués. Leurs organes génitaux sont difficiles à définir comme masculins ou féminins. La déconstruction des rôles sexuels et des stéréotypes sexuels est abordée dans les paragraphes suivants. Le module propose ensuite aux enfants de valider leur connaissance des définitions idéologiques de ce système. Identité sexuée, rôle sexuel, stéréotypes sexuels, orientation sexuelle par exemple. Concernant l'égalité homme-femme, le gouvernement a lancé une plateforme en ligne proposant ce qu'on appelle un contenu pédagogique, plateforme intitulée Mathilda, sur laquelle j'ai fait un petit tour. Je vous emmène avec moi. La plateforme propose des vidéos réalisées par des professeurs d'université et conçues pour plusieurs niveaux, primaire, collège, lycée et post-bac. Elles abordent l'histoire du féminisme, ses combats, les inégalités, l'oppression patriarcale, l'idéologie de l'écriture inclusive, de la théorie du genre, les orientations sexuelles, le fonctionnement des parties génitales et même le plaisir associé à la sexualité. Petit exemple de déformation de l'histoire à travers le prisme idéologique féministe. Mathilda, apprenons l'égalité. Apprenons l'égalité. Mathilda. Alors sur la question de la langue, on observe qu'il y a plusieurs sujets qui ont été modifiés par ceux que moi j'appelle les masculinistes, les grammairiens masculinistes, c'est-à-dire ceux qui voulaient favoriser le pouvoir des hommes. Le sujet qu'on connaît le mieux en général. Dans cette autre vidéo, une enseignante en sciences du langage dissocie complètement la sexualité de l'enfantement et affirme ceci.
Dans un cadre scolaire, c'est peut-être un petit peu difficile à enseigner, mais je pense qu'un enseignant peut tout à fait en parler, simplement le mentionner et ensuite laisser aux élèves et aux étudiants la liberté de parler, de demander, d'aller lire des livres, y compris en littérature. Donc il y a ça. Il y a Mauss qui parlait des techniques du corps. Je pense qu'il y a des techniques sexuelles du corps. Mais alors évidemment, dans un cadre scolaire, c'est peut-être un petit peu difficile à enseigner, mais je pense qu'un enseignant peut tout à fait en parler, simplement le mentionner et ensuite laisser aux élèves et aux étudiants la liberté de parler, de demander, d'aller lire des livres, y compris en littérature. Donc il y a ça. Il y a son rapport avec son propre corps et difficile de trouver des mots face à de tels contenus. Même le générique robotique donne l'impression qu'il a été façonné de la sorte pour s'imprimer dans notre cerveau et y coller comme de la glu et nous faire repasser en boucle les propos qui sont tenus dans ces vidéos. C'est difficile aussi de croire que le gouvernement a mis en place un tel formatage des jeunes cerveaux et que tout ceci est légalisé, que tout ceci est approuvé, alors que ce gouvernement prétend par ailleurs vouloir le bien commun, le bien de la société et nous protéger puisque ce serait théoriquement sa fonction. Or cette protection ne doit pas seulement être physique, la protection des citoyens, la protection des habitants d'un pays par l'autorité, par l'instance supérieure doit être également psychologique. Psychique, devrait-on dire. Comme vous l'avez vu dans ce court extrait, je n'ai pas voulu vous en affliger davantage, la sexualité est présentée comme une fin en soi, comme le but dans la vie pour éprouver du plaisir, comme le meilleur moyen en fait d'éprouver du plaisir. Ce contenu, je le précise quand même, est destiné à des lycéens parce que la plateforme Mathilda propose des contenus pour primaire, collège et lycéens. Et au primaire, on commence notamment avec des notions plus simple entre guillemets comme l'histoire du féminisme bien entendu. L'enfant donc devra être formaté dès le plus jeune âge à avaler sans remettre en question puisque c'est ce qu'il aura appris dans les premières années de sa vie, l'idéologie féministe, la théorie du genre, ces idées complètement, que l'on peut qualifier de choquantes et encore c'est terrible parce que vous voyez il faut faire attention aux mots que l'on emploie pour ne pas être hors la loi aujourd'hui. Donc tout est verrouillé de toutes parts en fait lorsque l'on aborde ce sujet, lorsqu'on tente de dénoncer ce qui se passe. On dira donc aux jeunes enfants en substance que la sexualité n'est que là pour avoir des orgasmes, pour éprouver du plaisir, que c'est très agréable et que ce n'est pas en fait fait pour l'union d'un homme et d'une femme qui par amour vont concevoir ensemble par ce moyen-là un enfant et fonder une famille. D'où l'accent qui est constamment mis en parallèle de cette notion de sexualité plaisir sur la contraception pour éviter les grossesses non désirées, surtout pas cette entrave naturelle qui empêcherait justement les citoyens de suivre leurs pulsions, leurs désirs sans se poser de questions. Et dans quel cas où une grossesse démarrerait et qu'elle ne serait pas voulue, eh bien il y aura tout simplement l'IVG puisque des campagnes de prévention sur l'IVG sont prévues dans ces cours d'éducation sexuelle. Ce qui me choque aussi énormément, c'est qu'aucune vidéo, aucun contenu pédagogique ne cherche à préparer sérieusement et profondément les hommes et les femmes à s'unir pour avoir un enfant, pour fonder une famille, pour devenir parents tout simplement. On vit dans une société où les familles sont de moins en moins nombreuses, elles sont de plus en plus éclatées, donc il y a de moins en moins d'aide entre familles, notamment en ce qui concerne le fait de devenir parents. Les jeunes parents sont souvent isolés et d'ailleurs 50% des couples qui ont leur premier enfant vont se séparer dans l'année qui suit la naissance de cet enfant parce que on parle beaucoup de burn-out maternel parce que la mère, aujourd'hui la femme, est obligée de conjuguer un emploi et attendez, j'attends que la sirène passe, voilà. Un emploi et le fait de découvrir la maternité, chose qu'on ne lui a jamais appris auparavant, chose qui n'est jamais enseignée, chose dont on ne parle jamais. C'est devenu quasiment un tabou de parler de maternité aux femmes, aux jeunes femmes, aux adolescentes, parce que, à part dans certains cas, comme le cas des adolescentes qui désirent garder leur enfant, c'est abordé dans les cours d'éducation sexuelle, parce que ça va à contrario de cette sexualité plaisir et de cette vision soi-disant émancipée et libérée de la femme qui s'affranchit justement de toute entrave naturelle, à savoir déjà en premier lieu du père, de l'homme, du mari et ensuite de l'enfant qui découle de cette union-là.
Pourquoi n'y a-t-il pas de vidéo pour expliquer justement aux adolescents comment accueillir un bébé, quels sont ses besoins fondamentaux, comment devenir de bons parents, comment rester soudés à la naissance du premier enfant, comment former une famille, quelle transformation psychologique cela va provoquer chez l'homme comme chez la femme, pourquoi il va y avoir des différences justement de comportement entre l'homme et la femme autour d'un enfant, etc. Bref, tout ce qui permettrait justement à un couple de faire face à cette situation, de rester unis, même peut-être, il faut l'espérer, c'est la vocation naturelle justement du couple, de la famille, d'être plus fort, de resserrer ses liens autour de cet enfant qui est le fruit de leur amour quand même. Le devoir des enseignants ne serait-il pas de s'opposer à l'enseignement de tels programmes, de protester, de manifester leur voix, puisque c'est vers eux justement, c'est sur eux que le gouvernement va s'appuyer pour mettre en place ces modules. Et le devoir des parents, s'ils le peuvent, mais j'imagine que c'est extrêmement compliqué, notamment d'un point de vue financier, et puis par rapport au temps disponible, puisqu'on ne peut plus, on ne peut plus toujours faire l'école à la maison, c'est compliqué quand les deux parents ont besoin de travailler justement pour faire vivre une famille. Eh bien, dans la mesure où ils le peuvent, le devoir des parents ne serait-il pas de retirer leurs enfants de l'école publique et de trouver une solution alternative pour refuser cela ? Une pétition a également été lancée sur change.org pour s'opposer à ce programme qui est mis en place par l'Europe et qui est basé sur le rapport Kinsey. Je vous la mets en ligne pour que vous puissiez la signer et la partager autour de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Sur le sujet, je vous recommande aussi la chaîne L'heure de se réveiller qui effectue un excellent travail sur la pédophilie pour informer, pour justement révéler ce problème au grand public et les conséquences désastreuses. Merci pour votre soutien, merci de m'aider encore une fois à réaliser ce travail. J'attends vos réactions en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Quel autre ai-je au ciel, Seigneur? Quel autre que toi? Et sur la terre, Seigneur, je suis étranger. Je ne prends plaisir qu'en toi, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, j'espère en toi. Quand le jour viendra, Seigneur, ce jour tant attendu, que moi aussi je sois parmi les élus, à glorifier ton nom, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je ne crois qu'en toi. Donne-moi la force